Salut mes petits Azunés, comment allez-vous? On est de retour aujourd'hui pour parler de l'anime Blue Lock. On va faire la review des épisodes 12, 13 et 14. Pourquoi 3? Eh bien parce que je n'avais pas fait de review sur le 12 la semaine dernière. C'était un épisode intéressant certes, mais d'une part il n'y avait pas énormément de choses à raconter. Et puis j'avais pas énormément de temps non plus à consacrer à la review. Et puis donc je me suis dit je vais faire le 12 et 13 dans une seule et même vidéo comme j'avais fait précédemment pour deux autres épisodes. Et puis je me suis rendu compte il y a quelques jours que ils avaient sorti samedi qu'ils avaient sorti l'épisode 13 et 14, l'avant-dernier et le dernier en même temps. Bon, écoute, on va expédier ça, on va faire une seule vidéo pour le 12, le 13 et le 14. De toute façon, les deux derniers épisodes, c'était plus partie 1, partie 2 de la fin de match, du Money Time. Donc, on va récapituler tout ça, on va analyser tout ça. Puisque, de toute façon, je vais pas faire 3 vidéos pour chaque épisode. On est bien d'accord. Jingle. L'épisode 12 donc était centré sur le personnage de Haiku, le défenseur des U20. On y voyait Haiku enfant qui était frustré, qui était cadenassé par son entraîneur. Haiku voulait devenir, comme tous les gamins, le meilleur buteur au monde, mais son entraîneur en avait décidé autrement. Il avait décelé en Haiku des qualités de passeur, de défenseur, un petit peu costaud, et il le voyait plus dans l'entrejeu que dans la finition. Donc l'entraîneur avait de fait annihilé le rêve d'Haiku de devenir le meilleur buteur en le plaçant de facto en poste de défense ou milieu de terrain pour qu'il fasse les meilleures passes jusqu'à ce que Haiku fasse de cette réalité son nouveau rêve, devenir le meilleur défenseur. En soi, il s'est accommodé de la réalité et de faire de cette réalité son nouvel objectif. Il a agi en parfait stoïcien. Oui, on parle de philosophie maintenant sur cette chaîne. On n'a plus le temps, on n'est qu'une chaîne sérieuse. On n'est pas là pour faire de l'IA et pour raconter n'importe quoi. Voilà, abonnez-vous aussi. Haiku, je le disais, donc, a abandonné son rêve de devenir meilleur buteur et s'est forgé ce nouvel objectif de devenir le meilleur défenseur de façon à contrecarrer, à affronter les nouveaux attaquants japonais et les détruire. Il y a très certainement une forme de jalousie ou du moins de se dire vous avez réussi à devenir attaquant alors que moi on m'en a empêché. Prouvez-moi à minima que vous en valez la peine. Voilà, donc il y a une petite forme de jalousie quand même là-dessus. Mais le mec est quand même déter à son poste. Mais il a tiré les leçons de cet épisode-là. Et il nous le dit en substance, que lui ne perpétuera pas les erreurs qu'ont commises tous les entraîneurs et que commettent les adultes en général, c'est-à-dire de brider les espoirs et les rêves des enfants. Il va les laisser faire, il va les laisser éclore, les protéger, quitte à ce qu'ensuite ils se rendent compte par eux-mêmes que ce n'était pas la bonne voie à suivre. Mais pour un qui réussira dans sa voie, eh bien ça vaut le coup de cultiver cet espoir. On reste dans le champ lexical de la botanique. Oui, je fais des efforts, tu as remarqué. Et qui de mieux que le numéro 11, Sendo, pour mettre en pratique cette philosophie. Sendo qui est en plein doute, qui voit le match lui échapper, qui voit sa place lui échapper, qui est en plein doute. Et Haiku qui tout du long du match, que ce soit en première mi-temps ou à la mi-temps, justement dans les vestiaires, ne cesse de l'encourager, de lui dire tiens bon, continue, tu vas y arriver. Côté match, on assiste à une traditionnelle attaque contre-attaque. On est en mode box-to-box actuellement. On est proche du Money Time. On est dans la dernière demi-heure, clairement. Donc on a une grosse attaque encore de Sae qui fait de Sae qui fait une passe à Bigou. Reo
la voit venir mais ne va pas arriver ne va pas l'empêcher de tirer. On parlait de ces gestes défensifs qu'il arrivait à reproduire à 99%. Ben là on est peut-être dans la marge d'erreur entre 99 et 100. Bigot arrive à tirer, c'est Gagamaru qui vient sauver les miches de tout le monde. Et dans la contre-attaque, Izagi peaufine un plan avec tous les attaquants du Blue Lock qui attaquent à tour de rôle. Sae se mue alors en dernier défenseur, parvient à gêner Izagi qui s'apprêtait à tirer, et c'est Barreau qui vient récupérer la mise finale en arrivant à s'extirper de ces deux défenseurs collés à ses basques. Donc on sent bien que Izagi progresse dans son évolution, mais il n'arrive pas encore à concrétiser ses actions parce qu'il lui manque encore quelque chose. Et on le verra dans l'épisode 14, ce qui lui manquait c'était tout con, mais oui, effectivement, il faut une part de chance à un moment donné. Et c'est à ça qu'on reconnaît les grands buteurs. C'est que oui, il y a du talent, oui, il y a du travail, mais il y a aussi une part de chance, indéniablement. Tout le temps, il y a toujours un petit facteur chance quand même. Il faut que ça penche un peu de ton côté de temps en temps. Le match revient à 3-3, les deux équipes sont à égalité et on va rentrer dans les 15 dernières minutes, on est dans le Money Time, c'est là où tout va se passer. Et c'est le moment que choisissent tous les joueurs pour se transcender et augmenter leur niveau. On monte clairement en intensité, on arrive au paroxysme du football. Tous les joueurs se donnent à fond, vont donner de leur personne et se donner à fond pour leur équipe. Et on a Rin qui revient au centre de l'intrigue. Rin qui est en plein doute lui aussi, parce qu'il voit bien que tous ses coéquipiers sont en train de devenir peut-être pas aussi bons que lui, mais sont en train d'augmenter de niveau, et lui continue à stagner, et ça commence à l'agacer sérieusement, d'autant qu'il se rend bien compte que Izagi est en train de lui voler la vedette, parce qu'il joue aussi bien que Rin finalement. Et c'était plutôt intelligent de la part de la mise en scène de montrer, je vous disais qu'on ne voyait pas Rin depuis un petit moment, mais oui, Rin s'efface au profit des autres joueurs qui, eux, sont en train d'élever leur niveau. La rage de Rin augmente car on le sent frustré, il n'arrive pas à évoluer parce qu'il est encore enchaîné par ses sentiments envers son frère. Il a tant de ressentiments envers lui qu'il n'arrive pas à se libérer de ça et à exploser dans le match et à se mettre en valeur. Il décide donc de venir dévorer le jeu de son frère, il essaie de comprendre sa mentalité, il essaie de le devancer, il essaie de le neutraliser, et pour ça il va se concentrer sur sa relation avec Bigou, une relation dans laquelle il a réussi à trouver le parfait dosage dans ce cocktail explosif, une notion qui revient souvent dans l'anime. Il se dit donc qu'il va réussir à évoluer devant la difficulté, il se met cet objectif-là, il se dit, voilà, si je veux évoluer, il faut que je me confronte à la difficulté, sinon je disparaîtrai. Voilà, c'est qui tout double, c'est tout ou rien, c'est le principe du shonen. Sae, quant à lui, ne se pose pas de questions, il joue propre, il joue juste, il pue le foot, il ressent les actions, il ressent le mouvement de ses partenaires, il est ce joueur omniscient, ce 10 omniscient qui sait où jouer et quand jouer, il joue proprement. Voilà. À partir de ce moment-là, le match part en couille. Complètement, les attaquants reviennent défendre, les défenseurs arrivent en attaque pour apporter du surnombre, les défenseurs sont au four et au moulin, on ne distingue plus rien, il n'y a plus d'organisation, on est en box-to-box comme je le disais, c'est celui qui marquera le premier qui remportera le match, très certainement. C'est le moment que choisit Bashira pour briller. Bashira récupère la balle en milieu de terrain et vient dribbler l'intégralité de la défense, jusqu'à aller s'offrir une occasion de but qui est arrêtée in extremis par Sendo, le numéro 11, qui vient se sortir les tripes en fin de match pour, s'il n'arrive pas à marquer, à minima, qu'il soit impactant dans ce match-là, parce que jusqu'à présent, il avait raté 3 ou 4 occasions de but. La contre-attaque des U20 ne se fait pas attendre, tout le monde est à l'attaque, je le disais.
On va passer en revue tous les milieux, tous les attaquants. De leur côté, le Blue Lock, ben, tout le monde se jette désespérément pour essayer d'annihiler une occasion de but. On a Barrow, on a Nagy ou Yuri, c'est Nagy. Nagy et Barrow, donc deux attaquants qui essaient de stopper un tir. On a qui on a Rin également qui vient contrer un tir de Haiku. Haiku qui vient tirer au but, oui, je vous l'ai dit. Le match n'a plus aucun sens à ce moment-là. Sur le corner, eh bien c'est de mémoire, c'est Bigou qui est proche de marquer, mais c'est Izagi qui vient lui enlever. Et Rin, il est là, il est toujours spectateur de ce match-là, il n'est plus tellement impactant. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se réveiller au flot. Rin, je vous le disais, est dégoûté de se voir relégué au second rôle, au rôle de second couteau, alors que tout le monde sur le terrain est à son maximum, joue un football total. Il y a une intensité folle, chaque contact, chaque touche de balle est un moment de pureté finalement. Et encore une fois, celui qui arrivera à prendre l'ascendant en marquant un but, eh bien, cassera le moral de l'autre équipe et ce sera terminé. Rin va laisser exploser toute sa rage, toute sa rancœur et son ressentiment qu'il a envers son frère et envers ses coéquipiers sur le terrain. Il a eu le temps d'analyser un petit peu le style de jeu de son frère, qui est un football propre, un football magnifié par une touche de balle et une technique adéquate. Il va donc s'émanciper de sa condition de frère de génie pour tracer sa propre voie. On en parlait dans l'épisode du flashback entre les deux frères, où Sae reprochait notamment à Rin d'être ce petit toutou, ce petit frère qui voulait rester dans l'ombre du grand frère. Et c'est peut-être pour ça aussi, c'était en réalité une forme d'encouragement, très maladroite, on est bien d'accord, mais assez brutale, envers son petit frère, pour lui dire non, il faut que tu t'en sortes par toi-même, il faut que tu t'émancipes, fais-toi un prénom. On dit souvent dans le monde de la chanson ou du cinéma, ou de l'art, plus généralement, on dit toujours, ben, toi tu es le fils d'eux. Non, si tu es le fils d'eux, ça veut dire qu'on te définit en fonction de ton nom. Alors que tu es une individualité, il te faut te faire un prénom. Pour rester dans le foot, les vieux de 1998 le savent, nous avions un joueur exceptionnel qui s'appelait Lilian Thuram. Et bien aujourd'hui, son fils, le fils de Lilian Thuram, qui joue à l'Inter de Milan et qui joue également en équipe de France. Bon, il a fait un Euro cataclysmique, malheureusement, un peu comme tous les autres Français, hein, je ne suis pas en train de lui jeter la pierre, mais le fils de Lilian Thuram doit se faire un prénom. Ce prénom, ben, il s'appelle Marcus. Voilà. Mais tant que Marcus n'aura pas brillé en équipe de France, au poste d'attaquant, eh bien il restera le fils de Lilian Thuram, celui qui a marqué 2 buts en demi-finale de la Coupe du Monde 1998 contre la Croatie. Voilà, j'ai même pas révisé, je le sais de tête, j'étais devant ma télé. Voilà, les vrais savent. Voilà, et puis les petits, ben, y a YouTube, voilà les petits jeunes, hein. Voilà, allez voir ça, c'est génial. Et allez voir l'interview de Yuri Djorkaeff également, lui aussi qui est un fils d'un ancien joueur de l'équipe de France. Yuri Djorkaeff qui vous dit, non je vous laisse le regarder, qui vous raconte sa demi-finale contre la Croatie, c'est à mourir de rire. Il va donc se livrer à un football sale qui vise à déstabiliser son adversaire et à le démoraliser. Il va chercher le contact, l'affrontement, le duel, visiblement, de façon à lui montrer qu'il lui est supérieur. Il arrive même à déstabiliser Haiku en duel, vu que Haiku commence à douter, se demande comment il va faire pour l'arrêter, ils sont obligés de s'y mettre à deux. Haiku va se laisser déborder de justesse toutefois, puisqu'il va réussir à toucher, à dévier très légèrement le tir de Rin sur le montant. Le duel fratricide a enfin lieu, Sae contre Rin. Rin comprend enfin ce que voulait dire Sae lorsqu'il lui disait « Tant que tu me verras comme ton grand frère, tu n'évolueras pas ».
Rin redevient alors ce petit garçon qui déboulait en plein milieu d'un match de foot sur une pulsion égoïste pour marquer un but. Rin se crée alors sa propre identité footballistique, tue cette identité qui était le frère d'eux pour devenir Rin Itoshi. L'animation devient sauvage dans ce duel à couteau tiré entre les deux frères qui s'entre-déchirent jusqu'à ce que Sae vienne provoquer Rin dans ses touches de balle et que Rin arrive à contrer lorsque Sae essaie de le passer. La balle s'élève lentement dans le ciel, passe par-dessus la défense pour atterrir en plein milieu de la surface de réparation et c'est Izagi qui est là pour la récupérer. Izagi qui s'est placé à un endroit où il existait une probabilité que la balle tombe si Rin arrivait à contrer son frère. De la même façon que Rin avait réussi à marquer en fin de saison 1, c'est cette fois Izagi qui provoque la chance et la déesse de la chance lui a accordé ses faveurs. 4-3 pour le Blue Lock, c'est une victoire. Ça débriefe tranquillement après le match. On a Sae et Bigou qui parlent entre eux. On comprend que Sae n'a pas voulu envoyer la passe à Bigou parce qu'il voulait cette confrontation avec son frère. Il voulait temporiser, il voulait voir si son frère avait avait les tripes pour devenir meilleur tout simplement et pour évoluer. Les deux frères se parlent calmement. Sae reconnaît que Rin a évolué, ça lui fait plaisir. Même si il lui met une douille comme ça par derrière dans les côtes pour dire si tu as évolué c'est grâce à Izagi et c'est lui le véritable buteur qui réveillera le Japon, ce n'est pas toi Rin. Rin est dégoûté parce que il se fait voler l'admiration de son frère envers son principal rival et il va voir désormais Izagi comme son coéquipier certes dans le Blue Lock mais comme un rival dans sa génération. Le Blue Lock remporte donc une victoire de prestige et conclut de belle manière sa phase 1 pour son projet. Ego lui-même est ravi, il est transcendé, lui aussi il a atteint le flow quelque part. Il en fait part à ses mécènes, très certainement, qui vont continuer à balancer du pognon dans le projet. La phase 2 est annoncée dans la saison 3, on suivra ça attentivement. Alors on voit deux joueurs, deux nouveaux personnages. Un qui sort d'une porte au-dessus de laquelle est marqué Wildcard et un autre dans un bureau. Alors on pourrait penser bien évidemment à des joueurs. Alors est-ce que le premier c'est clairement un joueur, je sais même pas en fait. On pourrait penser que ce sont des joueurs, on pourrait penser également qu'ils sont un petit peu plus vieux. Ils ont l'air un petit peu plus vieux que eux. Est-ce que ce sont des entraîneurs? Est-ce que ce sont des formateurs? Ce sont peut-être des agents également de joueurs. Je ne sais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, ce sont très clairement de futurs personnages qui vont peser dans le manga. Voilà, la saison 2 est à présent terminée. Que dire? Bon, écoutez, moi j'ai apprécié. J'ai franchement apprécié. Il y avait du rythme, il y avait de l'intensité, ça racontait des histoires, il y avait un propos derrière. Et puis sur les phases de match, c'était du spectacle, c'était pour les vendeurs de flow, les amateurs de foot. Il y avait des easter eggs, il y avait des choses comme ça. Moi ça m'a beaucoup plu. J'ai entendu dire de droite à gauche que l'animation n'était pas ouf. Bon, l'animation ça fait pas tout, ok, moi ça me satisfait. Écoutez, voilà. Je vous donne mon avis général. Ça n'est que le mien. J'ai apprécié et je regarderai la saison 3 avec intérêt. Voilà. C'est tout pour moi pour la saison 2 de Blue Lock. On se reverra très prochainement pour d'autres vidéos sur d'autres animés, sur d'autres séries. Je suis en train de faire les reviews de la saison 2 de Squid Game actuellement. On se voit également pour les reviews, les réactions live, de One Piece toutes les semaines lorsque le chapitre sort légalement sur Manga Plus. Là c'est un petit coup de gueule, on est le 30 décembre. Je me suis aperçu qu'il y en avait déjà qui avaient fait la review de l'épisode 1135 alors qu'il n'est pas encore sorti. Honte sur vous. Voilà, d'ici là, écoutez, passez un bon réveillon du nouvel an.
Faites attention à vous, pas d'excès et tout ça, mais faites bien la fête. Hein. C'est très important quand même de se relâcher. On se revoit très rapidement. Ciao, prenez soin de vous.